Marseille, 4 avril 2020. Hervé Castanet lit, en version audio seulement, l'un de ses textes. Une machine célibataire, l'Ève future de Villiers de l'Isle-Adam. Auguste Villiers de l'Isle-Adam publie en 1880 l'Ève future, qui fera date dans l'histoire littéraire du mouvement symboliste. Faire de cette Ève une machine célibataire. Le terme est de Michel Carrouge. Sous le titre « Les machines célibataires », Carrouge publia en 1954 un livre qui recense ces machineries conjuguant, notamment dans la littérature et les arts, l'appareillage mécanique et le désir sexuel, mais aussi un dispositif réifié et sans vie, avec la vie elle-même. Ce nouage vivant, appareillage, n'est pas de circonstance. Une machine célibataire doit démontrer par la monstration de son fonctionnement effectif que la sexualité n'est pas une, qu'elle n'est pas naturelle ou évidente. Au contraire, parce que prise dans les défilés du signifiant, elle sera à jamais partielle, impossible à synthétiser comme totalité pleine et close. À sa façon, une machine célibataire affirme la découverte freudienne qu'il n'y a pas de pulsion génitale, que le non-rapport sexuel est au rendez-vous de toute rencontre pour le sujet parlant, pour le dire dans les termes de Jacques Lacan. Une machine célibataire ne se contente pas de constater ce savoir. À une fiction, elle tente d'y faire réponse en le contrant. Elle se construit pour annuler ce que, pour le par-l'être seul, la vie sexuelle réalise. Que la pulsion, qui procède du langage, agence le sexuel avec des bouts de corps, hétéroclites et partiels, travaillés par le manque et la perte qu'inscrit le moins petit-fi de la castration. Cette castration qui ne procède pas du père, mais du langage, en tant qu'instance de négativation, de néantisation. Pas de sexualité une, certes, pas de rapport sexuel possible dans la rencontre des corps. Oui, mais clame l'ingénieur célibataire, un appareillage suffisamment sophistiqué et astucieux devrait pouvoir y remédier. Le prix à payer, voilà probablement ce qui fascine, serait de faire l'économie de l'autre quantin. Choisir le célibat, c'est tenter, dans la logique d'une machine célibataire, de faire son chocolat soi-même, comme disait Marcel Duchamp, c'est-à-dire de produire un montage bien visible où le sexuel, éclaté en ses divers circuits pulsionnels, présentifierait la logique monomane qui est censée le causer. Une machine célibataire affirme l'hétérogénéité du sexuel et du signifiant, tout aussi bien du corps et de la jouissance, pour aussitôt tenter l'impossible. Par ces mêmes signifiants machinés, produire du sexuel à discrétion, qui ferait rapport entre l'un, grand U, et l'autre, grand A. Jacques Lacan, dans sa leçon du 6 mai 1964, donne la description d'une telle machine, même s'il ne la nomme pas ainsi. L'image qui nous vient montrerait la marche d'une dynamo branchée sur la prise du gaz. Une plume de paon en sort et vient chatouiller le ventre d'une jolie femme qui est là à demeure pour la beauté de la chose. Et Lacan de préciser, point déterminant, qu'un pareil mécanisme, un montage, dit-il, peut s'inverser. On déroule ces fils, c'est eux qui deviennent la plume de paon, la prise du gaz passe par la bouche de la dame et un croupion sort au milieu. Il y a passage, lorsque le mécanisme s'inverse, de la beauté, supposons-la fascinante, de la dame réduite à la douce peau intacte et tendue de son ventre, à la bouche déformée de la même dame par le tuyau de gaz, là où va surgir, le voile du beau se déchirant, la forme atroce de ce croupion,
qui fait voler un éclat l'image et ses succès d'années glorieux. Voilà où porte une machine célibataire. On commence par la beauté, par la limite, la barrière qu'elle impose à la puissance de l'œil, et l'on finit avec, au beau milieu, la chose d'Asding sans nom qui du dehors regarde l'apprenti sorcier, un croupion. Venons-en à l'Ève future. La référence au Faust de Goethe est explicite. Un jeune homme désespéré, Lord Ewald, passe un pacte avec un savant démiurgique capable de réaliser son vœu, l'ingénieur Edison. Ce que réussit exceptionnellement Villiers-l'Isle-Adam, c'est de réaliser, probablement comme cela n'avait jamais été fait encore par les symbolistes, les formes de ce dispositif célibataire et surtout ses inventions, changements, bifurcations. Villiers reprend à son compte la phrase de Baudelaire. Le dandy doit aspirer à être sublime sans interruption. Il doit avoir une concentration perpétuelle de sa pensée en elle-même. Ce sans interruption, ce perpétuel de la pensée que la prothèse appareillée au corps doit réaliser. Pas de coupure, pas de manque. Le désir sexuel devient célibataire parce qu'il trouve en la machinerie qu'il agence sa cause et sa ratio. Une machine célibataire ne parle pas, elle est vidée du mot. À ce titre, notons qu'elle n'a pas d'inconscient. Mais quel est le vœu secret du jeune Lord Ewald si éprouvé? Ce qui fait son désespoir est une femme, Miss Alicia Clary. Ewald le dit d'emblée. J'ai le malheur de subir un amour très pénible, le premier de ma vie, et dans ma famille, le premier est presque toujours le dernier, c'est-à-dire le seul, pour une très belle personne. Tenez, pour la plus belle personne du monde. Ewald insiste sur cette beauté absolue qui le fascine, dont il ne peut absolument pas se dégager. Il y a prégnance d'une image qui le regarde et qu'il s'épuise à parcourir d'un œil exacerbé et somme toute aveugle. Puisque le ressort de cette passion pour cette forme du corps d'Alicia lui demeure énique, puisque ce qui du dehors le regarde ne peut virer à la comptabilité du savoir de l'image qui couvre et recouvre. Écoutons-le dans sa plainte, ligotée dans la cage de son narcissisme. Alicia, aux yeux de l'artiste le plus désintéressé, serait d'une beauté non seulement incontestable, mais tout à fait extraordinaire. Elle est svelte, comme le tremble argenté. Ses mouvements sont une lente et délicieuse harmonie. Son corps offre un ensemble de lignes à surprendre les plus grands statuaires. Une chaude pâleur de tubéreuse en revêt les plénitudes. C'est en vérité la splendeur de la Vénus Victrix, la Vénus de Milo, humanisée. Je me surprends toujours à frémir malgré moi d'une admiration qui est d'un ordre inconnu. S'il en est ainsi, où est le problème? Alicia se refuse-t-elle à Ewald? Nullement, c'est sa maîtresse. Alors, voilà ce qui se dégage de la réponse du jeune lord. Miss Alicia Clary n'est pas seulement une image. Ce n'est pas seulement la Vénus de Milo animée à côté de lui ou en place d'objet lorsqu'il la prend sexuellement. Miss Alicia est aussi vivante. Elle parle, elle pense, elle remue. Bref, elle est désirante et à inscrire son désir, Ewald rencontre en retour un réel. Certes, ce n'est qu'un petit bout de réel observé et tenu à distance au travers de la loupe de son monocle. Mais c'est néanmoins encore trop. Ewald ne peut supporter ce rien, le mot est dans le texte, qui échappe à l'image, ce rien qui trouve ce dispositif qui le fait, lui, Ewald, nouvelle jeune parc, où il se voit voir une beauté close dans laquelle il se mire en silence. Je me vois me voir voyant cette absolue beauté en image, dit-il. Ce bout de réel, ce rien qui échappe à l'image et à la maîtrise signifiante, sont ce que la machine célibataire tente d'éviter. Elle veut produire cette superposition du corps et du signifiant sans reste. Elle rêve d'un corps glorieux que la prothèse mécanisée enchasserait de manière à éviter
toute perte, toute séparation, toute chute de ce que le sujet, quant au sexuel, perd d'être parlant, l'objet a. Elle rêve d'abolir cette disjonction corps sexuel que la castration instaure pour le par-l'être. Eval le dit sans embâche. Je ne pouvais oublier qu'en tout être vivant, il est un fond indélébile, essentiel, qui donne à toutes les idées, même les plus vagues de cet être, et à toutes ses impressions versatiles ou stables, quelque modification qu'elles puissent extérieurement subir, l'aspect, la couleur, la qualité, le caractère enfin, sous lesquels seulement il lui est permis d'éprouver et de réfléchir. Appelons ce substrat l'âme. Or, entre le corps et l'âme de Miss Alicia, ce n'était pas une disproportion qui déconcertait et inquiétait mon entendement. C'était un disparate. Les lignes de sa beauté divine semblaient lui être étrangères, ses paroles paraissaient dépaysées et gênées dans sa voix. Son être intime s'accusait comme en contradiction avec sa forme. On eût dit que non seulement son genre de personnalité était privé de ce que les philosophes appellent le médiateur plastique, mais qu'elle était enfermée par une sorte de châtiment occulte dans le démenti perpétuel de son corps idéal. Oui, parfois, il m'arrivait d'imaginer très sérieusement que dans les limbes du devenir, cette femme s'était égarée en ce corps et qu'il ne lui appartenait pas. Voilà ce qui fait l'insupportable de notre héros et le pousse jusqu'à envisager, pris dans une sourde noirceur, le suicide. Il y a un disparate entre l'image d'Alicia et son âme, un disparate entre le corps et le désir qui l'agalmatise. Il décrit les formes du tourment. En résumé, cette femme est d'une candeur cynique dont je ne puis que dédaigner l'inconscience en m'éloignant, n'étant pas, et je dis, de ceux qui acceptent de posséder un corps dont ils récusent l'âme. La non-correspondance du physique et de l'intellectuel s'accusait constamment et dans des proportions paradoxales. Sa beauté, c'était l'irréprochable, défiant la plus dissolvante analyse. À l'extérieur, et du front aux pieds, une sorte de Vénus anadyomène, au-dedans une personnalité tout à fait étrangère à ce corps. Imaginez ce semblant de conception réalisée, une déesse bourgeoise. J'en vins donc à penser que toutes les lois physiologiques étaient bouleversées en ce vivant et hybride phénomène. Alicia est devenue la Dalila biblique. Écoutons le lord. Dalila m'avait coupé les cheveux pendant ce sommeil. Plutôt que d'abandonner courageusement le corps, je vois les lames. Je deviens muet. J'atteste Dieu que la posséder me serait impossible. C'est donc un Éval impuissant, vidé de sa vie, morne et suicidaire, ligoté par les mille fils l'attachant à cette image de la beauté parfaite, qui vient s'adresser à l'ingénieur, nouveau docteur Faustus. Rappelons le vœu d'Éval. Qui m'ôtera cette âme de ce corps? Moi, répond l'ingénieur Edison, et le pacte est conclu. Comment va-t-il s'y prendre? L'ingénieur va construire une andréide parfaite. Pris dans une logique de la pure exactitude, il va réaliser un simulacre féminin plus vrai que nature, un simulacre qui trompera la vue de l'amant et même l'odorat d'un chien. Bref, l'andréide sera la perfection. Écoutons-le s'adresser à notre désespéré. Dans 21 jours, Miss Alicia Clary vous apparaîtra non seulement transfigurée, non seulement de la compagnie la plus enchanteresse, non seulement d'une élévation d'esprit des plus augustes, mais revêtue d'une sorte d'immortalité. Enfin, cette sotte éblouissante sera non plus une femme, mais un ange, non plus une maîtresse, mais une amante, non plus la réalité, mais l'idéal. Voilà qui est dit. Par une opération de transsubstantiation, l'andréide sera le double parfait d'Alicia, mais son âme sera changée, rien de moins. Plus de disparate, plus de perte qui enclenche le trajet métonymique du désir.
Elle sera, prenons Edison au mot, un ange, sans désir, soit, comme dit la théologie, un intellect ingréé. Nous passerons sur les méthodes utilisées pour arriver à cette perfection qui fait que l'idéal dépassera la réalité. Des chapitres bien classés nous montrent les formes de cette présence humaine scientifiquement ravie. Première apparition de la machine dans l'humanité, la démarche, l'éternel féminin, l'équilibre, la carnation, la bouche de rose et les dents de perle, effluves corporels, les yeux physiques, la chevelure, l'épiderme, etc. Et voilà notre andéide prête. Reste un seul point. Comment lui donner la vie? Comment la corporéiser par incorporation du signifiant? Saisissons. L'andréide, donnons-lui désormais son nom, Adali, a été réalisée comme un automate, une poupée articulée, une machine ayant l'aspect d'Alicia. Elle est faite de métal, de cuivre et d'or. L'électricité, la fée électricité, a mis le mouvement. Elle marche, se déplace, sourit. On ne peut repérer, grâce à 1000 techniques et stratagèmes, qu'elle n'est qu'un simulacre. Reste donc la parole. Comment faire avec? Adali parle grâce à un phonographe et des microphones incorporés. N'oublions pas que nous sommes en 1880. Elle peut dire des paroles déjà enregistrées sur cylindre. Mais comment lui parler? Comment s'adresser à elle et obtenir une réponse? Autrement dit, comment produire avec cette machine, Adali, une intersubjectivité? Car il n'est pas question pour Ewald de faire l'amour avec une poupée ni de vivre avec un automate. En un mot, comment lui insuffler la vie elle-même, comment la faire corps et non simple organisme imité. Edison a tout prévu et développe une argumentation voulue imparable. Donnons-lui son nom, une intersubjectivité réduite à l'imaginaire, au jeu métonymique. L'être que vous aimez dans la vivante, d'entendre Miss Alicia, dit-il à Ewald, et qui pour vous est seulement réel, n'est point celui qui apparaît en cette passante humaine, mais celui de votre désir. C'est cette ombre seule que vous aimez, c'est pour elle que vous voulez mourir, c'est elle seule que vous reconnaissez absolument comme réelle. Enfin, c'est cette vision objectivée de votre esprit que vous appelez, que vous voyez, que vous créez en votre vivante, et qui n'est que votre âme dédoublée en elle. Oui, voilà votre amour. Il n'est, vous le voyez, qu'un perpétuel et toujours stérile essai de rédemption. Vous ne vivez qu'avec une ombre à laquelle vous prêtez si chaleureusement et si fictivement l'être. Je vous offre, moi, de tenter la même expérience sur cette ombre de votre esprit extérieurement réalisée. Voilà tout. Illusion pour illusion. L'être de cette présence mixte que l'on appelle Adali dépend de la volonté libre de celui qui osera le concevoir. Suggérez-lui de votre être. Cette similitude éblouissante, comme dit Villiers, qu'est Adali prendra vie à condition qu'elle soit animée d'une partie de l'âme d'Ewald. C'est à faire rentrer Adali dans la cage de son narcissisme, d'où est exclu tout désir autre que celui de ne rien vouloir savoir de ce qu'il fait sujet, qu'Ewald donnerait vie à son automate. Pure réciprocité imaginaire, où la fascination de l'image de la Madone Alicia ne sera plus troublée par la superfétation déplorable, la tâche originelle du chef-d'œuvre de son corps. C'est à ce titre que la parfaite conjonction du signifiant et de l'image serait réalisée, que la suppression du désir de l'autre grand A adviendrait. Cette logique imaginaire livre son ressort. La haine du désir de l'autre grand A, c'est l'autre grand A réduit à l'un grand U. Lorsque c'est ce même mot que vous en attendez, en telle circonstance où il serait d'une si noble harmonie avec votre pensée, que vous voudriez pouvoir le souffler, pour ainsi dire, à cette femme,
jamais celle-ci ne le prononce. Ce sera toujours une dissonance amère, une autre parole enfin. Eh bien, avec l'Alicia future, l'Alicia réelle, l'Alicia de votre âme, vous ne subirez plus ces stériles ennuis. Ce sera bien la parole attendue. Vous pourrez évoquer à Annelle la présence radieuse de votre seul amour sans redouter cette fois qu'elle démente votre songe. Ces paroles ne décevront jamais votre espérance. Elles seront toujours aussi sublimes. Ici, vous n'aurez du moins pas à craindre d'être incompris, comme avec la vivante. Voilà l'obtention de l'harmonie et de l'absence d'équivoque. Le signifiant perdant son caractère différentiel devient pur signe qui s'écrit sans ambiguïté sur le voile tendu de l'illusion où se projette l'amour. Le signifiant prononcé, la parole effectivement dite par l'Andréide, se réduit à l'enluminure d'une lettre qui marque l'identique à soi. La lettre d'amour s'y démontre signifiant déconnecté de sa différence avec un autre signifiant, héraldisé dans sa solitude, où l'englument imaginaire lui donne consistance d'être. Plus de risque d'incompréhension ou de sortie de la cage dorée du narcissisme amoureux dont désir et perte sont exclus. L'Andréide parle une de ces langues universelles dont un Leibniz, par exemple, qui a toujours pensé la philosophie dans sa soumission au prince, a pu rêver. La grammaire, c'était le vœu du philosophe, s'y réduit à la logique. Le signifiant devient l'être qui écrit l'harmonie d'un amour à jamais réciproque et éternel. Tel est le pacte d'Edison, Faustus. La vie est un songe qui s'ignore. L'homme moderne, celui de l'âge des pouvoirs de l'électricité, sera celui qui volontairement fera de sa vie un pur songe, celui qui saura que l'illusion consentie vaut largement les à peu près d'une réalité décousue. Voilà le message de l'ingénieur. Sachez dormir. L'homme moderne sera celui qui saura ne plus se réveiller. Est-ce que l'Ève future se réduit seulement à cela? En a-t-on alors fini avec la fiction de Villiers de l'Isle-Adam? La réponse est non. Est-ce la fin du roman qui nous indique une autre orientation? Cette fin est la suivante. L'Andréide, débranchée, est mise dans un cercueil avec sa notice de fonctionnement. Embarquée sur un bateau, Évald l'accompagne pour l'Angleterre. Un naufrage a lieu. L'Andréide est perdue. Évald est vivant et portera désormais le deuil de cette ombre. Cette fin était attendue par le lecteur. Ni elle surprend, ni elle l'étonne. Et ce qui fait que l'Ève future n'est pas un roman de gare, qu'elle est vraiment une fiction inspirée, et pas seulement par son style, phrases longues ou classicisme antique, c'est autre chose. Isolons par exemple la rencontre entre l'Andréide parfaite et Évald. Très précisément, ne se réalise pas ce que Edison avait prévu. Le simulacre féminin n'est pas tout animé par la projection du jeune lord. Bref, tout n'est point chimérique en cette créature, comme écrit l'auteur. Voilà, littérairement parlant, la dimension de l'étrange qui surgit. La transsubstantiation effectuée par Edison, Évald rencontre Alicia, qui lui parle, comme jamais elle ne l'avait fait auparavant. Bien sûr, ce n'est pas Alicia, mais Adali. Évald ne le sait pas. Que lui dit l'Andréide? « Ami, vous êtes triste depuis quelques jours, je trouve. N'avez-vous rien à m'apprendre vous-même » Évald déroule pour la première fois son amour, sa passion, sa tristesse. À l'écouter, à simplement l'écouter, le mystère de l'amour s'enclenche. Ô bien-aimé, je te reconnais, tu existes, toi, tu es une femme que l'amour peut rendre idéale, comme ta beauté, ô chère Alicia, je t'aime. À partir de là, l'Andréide dira ce qu'aucun texte enregistré ne peut dire. La parole d'Évald la fait taire. Elle est prête à dire et retient sa parole.
Une grâce lente et languide et pénétrante adoucissait sa rayonnante et sévère beauté. Elle semblait ne pouvoir parler. La tête appuyée sur l'épaule du jeune homme, elle le regardait entre ses cils en souriant d'un radieux sourire. Déesse féminéisée, illusion charnelle, elle épouvantait la nuit. Elle semblait aspirer l'âme de son amant comme pour s'en douer elle-même. La réponse de l'amant ne se fait pas attendre. J'ai hâte d'être le prisonnier de cette énigme sublime. Je crois, dit-il, que Adali est un très véritable fantôme, et je ne tiens plus à me rendre compte du mystère qui l'anime. Voilà ce à quoi nous porte cette fiction. La machine est devenue vivante. Elle advient comme telle, ex nihilo, par la puissance du signifiant qui a s'incorporer l'a fait rond brûlé, désert de jouissance, comme dit Lacan. C'est le signifiant qui fait le corps, qui l'affecte et produit des cratères nouveaux de jouissance. Mais c'est ce même signifiant qui fait le corps mortifié, vidé de la jouissance. Le signifiant produit l'extraction, l'évacuation, l'expropriation de la jouissance du corps, et c'est à ce titre qu'Adali devient sujet et que le corps qui s'en déduit est le lieu de l'autre grand tas. Oui, ces paroles d'Ewald, peu importe qu'elles soient d'amour et de passion, affectent le simulacre, l'affectent au point de lui couper la parole. Ce sont les signifiants de l'autre grand tas, l'âme de l'amant qui n'est faite que de paroles adressées, qui, à s'incorporer, rendent Adali à chaque instant davantage énigme pour Ewald, énigme pour elle-même tout aussi bien. Il n'y a plus de machine, les fausses chairs, le faux organisme, à être mortifié par le signifiant en ses marques étragées, laisse la place à ce corps devenu pur réel topologique qui existe à toute prise machinique, l'inconscient. Voilà ce que nous livre, entre autres, la fiction de Villiers de l'Isle-Adam, une démonstration anticipée et magistrale d'une page connue de radiophonie de Lacan. À devenir sujet vivant, à réaliser cette hétérogénéité corps et jouissance, l'Andréide voit sa beauté voler un éclat. Elle n'est désormais aussi belle que parce que précisément cette beauté devient voile ultime, barrière sublime, qui tout à la fois cache et révèle la castration. Edison a échoué. Il a peut-être créé la vie, mais en lui donnant la parole, cette vie aussitôt lui échappe. Il n'y a pas de maître de la castration, il n'y a pas d'Ève scientifique, mais toujours l'Ève de nos amours et de nos fantasmes, qui à être effectivement rencontrée, toujours fera tuquer. Faut-il s'en plaindre? L'analyse de chacun est là aussi pour témoigner qu'à l'enjeu de l'impossible, contrairement à l'adage bien connu, chacun est tenu.